Ethan Stacy, âgé de 4 ans, a tout de suite attiré l'attention de ses nouveaux voisins lorsqu'il a emménagé il y a 10 jours. Il portait des objets encombrants, mais pas lourds. Son courage était adorable et me faisait rire. Durant les recherches pour le retrouver, l'attention s'est largement portée sur son beau-père et sa mère. Elle est sortie de la maison en pleurant, disant qu'elle était une mauvaise mère d'avoir laissé une chose pareille arriver, et nous avions tous de la peine pour elle. Les voisins disent que la compassion a disparu, remplacée par l'incrédulité face à ce dont le couple est accusé. J'ai tellement mal au cœur. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire ça à une autre personne, encore moins à un petit enfant qui peut à peine se défendre. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon qui ne voulait pas aller voir sa mère pendant l'été, mais une décision de justice a obligé son père à le mettre dans un avion et à l'envoyer là-bas. Mais moins de 2 semaines après son arrivée, sa mère allait appeler le 911 pour dire que son fils avait disparu. C'est l'histoire d'Ethan Stacy. Ethan Stacy est né le 22 septembre 2005 à la base militaire de Fort Stewart à Savannah, en Géorgie. Sa mère s'appelait Stephanie Sloop et son père s'appelait Joe Stacy. Ethan était un garçon aimant, gentil et heureux. Il adorait jouer avec ses Transformers et regarder le film Cars encore et encore. Ethan aimait aussi faire rire les gens avec les blagues qu'il adorait raconter. Après la naissance d'Ethan, la famille a déménagé en Floride, mais le mariage de Joe et Stephanie n'a pas duré beaucoup plus longtemps et ils se sont séparés en 2009. Après leur rupture, Joe est retourné à Richland, en Virginie, et Stephanie a déménagé dans l'Utah. Le père d'Ethan, Joe, travaillait sur une plateforme pétrolière et attendait une grosse somme suite à un accident en 2008. Et lors du règlement du divorce, il avait proposé de donner à Stephanie la moitié de cette indemnité une fois qu'il l'aurait reçue. Stephanie, avide, a accepté mais a insisté pour avoir la garde exclusive d'Ethan, leur fils, si Joe ne recevait pas l'argent. Le juge a déclaré que cela n'était pas applicable. Après le divorce de ses parents, Ethan vivait initialement avec son père en Virginie. Après que Joe et Stephanie ont entamé la procédure de divorce, Joe s'est de plus en plus inquiété que sa femme séparée devienne instable et imprévisible. À cause de cela, Joe avait écrit dans les documents de divorce que Stephanie avait abandonné leur fils Ethan, mais il craignait qu'elle ne revienne le prendre à tout moment et qu'il ne revoie plus jamais son fils. Cependant, un juge accorderait finalement à Stephanie des visites avec son fils Ethan selon leur accord de garde. Ethan devait passer l'année scolaire avec son père, puis l'été en Utah avec sa mère. Depuis qu'ils s'étaient séparés, Stephanie avait commencé à vivre dans un appartement situé à Layton, dans l'Utah, avec son fiancé, Nathan Sloop. Nathan et Stephanie se connaissaient depuis l'enfance, mais ils n'avaient commencé à sortir ensemble qu'en octobre 2009. Nathan qualifiait sa relation avec Stephanie de mariage faite au paradis et il affirmait qu'elle était la femme parfaite pour lui. Il disait aussi qu'elle respectait son côté mauvais garçon. Le couple, qui s'était vite fiancé, comptait se marier peu après que le divorce de Stephanie et Joe soit finalisé. Juste après le divorce, Ethan devait prendre l'avion pour l'Utah pour passer l'été avec sa mère, Stephanie, et son fiancé Nathan. Joe ne voulait absolument pas que son fils aille dans l'Utah, mais Stephanie avait proféré des menaces contre lui, y compris de le poursuivre pour enlèvement. Ethan ne voulait pas non plus aller voir sa mère, il ne lui parlait même pas au téléphone. En fait, quand elle appelait, il disait à son père qu'il ne voulait pas lui parler. Et Ethan n'avait pas vu sa mère depuis un bon moment. Mais c'était imposé par le tribunal, personne n'avait vraiment le choix. Donc, le 28 avril 2010, Joe a mis son fils dans un avion à destination de l'Utah. Nathan, le fiancé de Stephanie, envoyait des messages violents et menaçants à Joe avant même la visite d'Ethan. En réalité, cela faisait presque 6 mois à cette époque, ce qui expliquait en partie le refus de Joe de laisser son fils y aller. De plus, Joe et sa famille ne croyaient même pas que Stephanie voulait vraiment la garde de son fils. Ils pensaient qu'elle ne le faisait que pour blesser Joe.
comme si Ethan n'était qu'un pion. Et je n'en douterai pas. Le 30 avril, 2 jours après l'arrivée d'Ethan dans l'Utah, Nathan a envoyé à Joe un autre message, mais celui-ci était très différent et il disait que son fils serait en sécurité chez eux. Nathan a déclaré qu'il protégerait Joe Stacy au péril de sa vie tout en respectant sa position de père. Il le considère comme un homme bien et est honoré de le connaître, même si les circonstances ne sont pas idéales. Nathan a beaucoup de respect pour la façon dont Joe se comporte en tant qu'homme. Pour un homme, mais Nathan est tout sauf un homme, comme vous allez le voir. Nathan passait du chaud au froid. Puis de nouveau au chaud, juste quelques jours plus tard, dans un message texte envoyé depuis le téléphone de Nathan, même si c'était peut-être Stéphanie qui l'écrivait, il disait « Espèce de connard, tu as tellement lavé le cerveau de mon fils que je ne sais plus quoi faire. Je te déteste, espèce de salaud égoïste. Ethan ne reviendra pas, et à cause de cette charmante loi appelée la garde inter-État, tu peux dire adieu à ton fils. » Nathan a également envoyé à Joe un enregistrement de son fils en train de pleurer et de dire qu'il ne voulait pas retourner chez son père en Virginie. « Je ne veux pas y aller. » Ethan gémissait, mais Joe a aussi entendu son fils dire « aïe » sur l'enregistrement, donc il se passait quelque chose. Comme vous pouvez probablement le deviner, Nathan était un peu une tête brûlée et il avait déjà un casier judiciaire. En juin 2001, il avait été inculpé de conduite criminelle et de troubles à l'ordre public. 2 ans plus tard, il a été reconnu coupable de possession avec intention de fabriquer et de produire une substance contrôlée. En octobre 2003, Nathan a été reconnu coupable de possession et d'utilisation illégale de drogue près d'une école. Ethan n'est donc pas resté longtemps dans l'Utah avec sa mère. Lorsque la famille Stacy, du côté de son père, a commencé à avoir du mal à joindre le petit garçon, chaque fois qu'un membre de la famille appelait pour parler à Ethan, on leur disait qu'il dormait ou qu'il était dehors en train de jouer. Quand ils arrivaient à parler à Ethan, ils entendaient les Sloops en arrière-plan dire au garçon quoi dire. Puis, moins de 2 semaines après qu'Ethan soit arrivé chez sa mère le 10 mai 2010, Stéphanie appelait le 911 en disant qu'il avait disparu. « Je viens de me réveiller au milieu de la nuit et mon enfant de 4 ans a disparu », a dit calmement Stéphanie lors de l'appel au 911. Pendant l'appel, elle s'est mise à pleurer en tentant d'expliquer à l'opératrice sa dispute concernant la garde d'Ethan avec le père de ce dernier. Jusqu'à ce que l'opératrice la coupe et lui demande ce que portait son fils lorsqu'il a disparu, parce que c'est plus important. Elle en a probablement parlé pour tenter d'accuser le père d'Ethan, Joe, d'être responsable de sa disparition. Il y a un conflit de garde, il a dû venir enlever l'enfant. Je ne suis pas sûre que c'était son intention, mais c'est ce que je suppose. La police de Layton a rapidement réagi à l'appel d'urgence venant de l'appartement des Sloops dans le complexe Layton Meadows. Une fois arrivés, ils ont rencontré Stéphanie et Nathan. Stéphanie a dit à la police qu'elle pensait qu'Ethan était sorti de l'appartement au milieu de la nuit. Elle a également déclaré que lors de 5 des 10 dernières nuits, Ethan était sorti de l'appartement tout seul. La police a alors commencé à vérifier les environs, y compris les abords de l'appartement, les poubelles, les véhicules sur le parking, un abri de stockage et les commerces alentours. Mais après avoir cherché pendant des heures sans rien trouver, les détectives ont de nouveau interrogé les Sloops et c'est à ce moment-là que leur histoire a commencé à changer. Le couple a fini par dire à la police qu'Ethan était mort et que son corps se trouvait dans la vallée d'Ogden, près du sentier Wolf Canyon, à environ 25 minutes de leur domicile. Après cela, Nathan a conduit les policiers à l'endroit où il avait enterré le corps d'Ethan. Son petit corps avait été enveloppé dans 8 sacs poubelles, puis enterré, et de la nourriture pour chiens avait été dispersée sur sa tombe. Pour aggraver la situation, le visage du garçon avait été gravement défiguré dans une tentative de dissimuler son identité. Il avait été brûlé et son visage semblait avoir été écrasé avec un marteau. Une centaine de mètres après le début du sentier, dans une zone accidentée, boueuse et humide, près du lieu où le corps d'Ethan a été retrouvé, les détectives ont découvert et recueilli diverses preuves. Ils ont fini par trouver un rideau ensanglanté, un marteau couvert de sang aux manches cassées, une bouteille d'essence à briquet usagé, de l'ammoniac, du ruban adhésif et le sweatshirt d'Ethan. Le corps d'Ethan avait des brûlures au 2e et 3e degré sur 17,5% de sa surface du dessus des pieds aux cuisses. Le 10 mai 2010, vers 23h55, le département de police de Layton a reçu un appel concernant un garçon disparu. L'enfant a été identifié comme étant Ethan Stacy, âgé de 4 ans. La mère d'Ethan a déclaré l'avoir couché vers 21h. Quand elle est allée le voir plus tard, il avait disparu.
Elle a dit aux agents qu'Ethan s'était déjà échappé de la maison à d'autres occasions. Les agents sont arrivés en 5 minutes. Ils ont rencontré les parents, obtenu une description d'Ethan et ont commencé à fouiller la zone, y compris les abords de l'appartement, les poubelles, les véhicules sur le parking, l'abri de stockage et les commerces des environs. Des unités cynophiles de la police de Layton, du shérif du comté de Davis et un chien de chasse de la police de West Valley ont été appelés en renfort pour aider aux recherches. De plus, les agents sur place ont utilisé des caméras thermiques et des équipements de vision nocturne pour aider dans les recherches. Un avis de recherche à l'échelle du comté a été lancé pour Ethan à 0h35. Dans les 90 premières minutes, tous les détectives de la police de Layton avaient été informés. Des appels inversés au 911 ont été effectués dans un rayon d'un demi-mile et l'équipe Cellular Analysis and Response Team de la région de Davis avait été activée. De plus, une liste des délinquants sexuels connus dans un rayon d'un mile carré avait été obtenue. Une alerte pour personne en danger a été émise dans cette affaire en raison de l'âge de l'enfant, du temps écoulé et des conditions météorologiques. La situation ne remplissait pas les critères d'une alerte enlèvement dans ce cas. L'alerte enlèvement exige que l'enfant ait moins de 18 ans, qu'il y ait un enlèvement confirmé, des preuves que l'enfant est en danger de mort ou de blessures graves, ainsi que des informations qui peuvent être transmises au public et qui peuvent aider à l'appréhension de l'enfant ou à l'arrestation du suspect. Des agents de police de Layton, de l'équipe Cellular Analysis and Response Team de Davis, du FBI, des services de probation et de libération conditionnelle pour adultes, de protection de l'enfance et de recherche et sauvetage du comté de Davis ont été rassemblés. Dans les 2h30 après l'appel, une notification Reverse 911 supplémentaire a étendu la zone à 1 mile. À 3h30 du matin, la zone initiale avait été entièrement fouillée. Tous les délinquants sexuels enregistrés dans la zone ciblée ont été contactés personnellement. Leurs domiciles ont été fouillés et une enquête porte-à-porte a été menée dans toute la communauté d'appartements. À 5 heures du matin, d'autres recherches avaient été menées près de l'appartement. Des personnes d'intérêt ont été interrogées et des informations ont été obtenues. Ce qui nous a menés vers le possible lieu d'inhumation près de Powder Mountain. Cette information a été obtenue vers 11 heures du matin. En raison des conditions météorologiques et du terrain, il était difficile de traiter cette scène de crime. La scène de crime est actuellement examinée par la police scientifique du comté de Weber et le service de police de Layton. Aux alentours de 17 heures, le corps d'un jeune homme correspondant à la description d'Ethan a été découvert sur ce site. Des charges sont en cours de dépôt contre la mère et le beau-père dans cette affaire. Un médecin légiste a déterminé que la mort d'Ethan avait été causée par une combinaison de brûlures, de toxicité médicamenteuse et de pneumonie d'inhalation qui résulte de l'inhalation de matières étrangères dans les poumons, possiblement des vomissements. Ethan avait également souffert de déshydratation et plusieurs substances avaient été retrouvées dans son corps. Cela comprenait du Xanax ainsi que des substances indiquant la présence de Tylenol et de Benadryl. Et ces médicaments semblaient avoir été administrés à des doses pour adultes. Nathan Sloop a été inculpé d'homicide aggravé, de maltraitance d'enfants avec circonstances aggravantes, d'entrave à la justice et de profanation de cadavres. Stephanie Sloop a été inculpée de maltraitance aggravée d'enfants, d'entrave à la justice et de profanation de cadavres. Le meurtre aggravé s'ajouterait plus tard aux 3 autres chefs d'accusation de Stephanie. Tous deux ont plaidé non coupables et ont insisté sur le fait que la mort de Nathan n'était qu'un accident. Un coup de marteau sur la tête, un simple accident. Lorsque Nathan a de nouveau parlé aux détectives, il leur a dit qu'il pensait que le père d'Ethan, Joe, avait appris à l'enfant à mal se comporter dans le but de blesser Stephanie. Il leur a aussi dit que Stephanie pensait que son ex-mari avait détruit son fils et qu'elle avait demandé à Nathan de lui apprendre à devenir un homme. Il a 4 ans. 4 Et elle voulait qu'il fasse cela en le battant ou en faisant tout ce qu'il fallait pour récupérer son fils. Kelly O'Hara de ABC Four est en direct de la prison avec une interview exclusive de la meilleure amie de Stephanie depuis 10 ans, Kelly. Karen m'a dit qu'elle ne trouvait pas les mots. Hier, elle a écrit une lettre à Stephanie, l'a envoyée par la poste en lui demandant simplement pourquoi. Les deux étaient les meilleurs amis pendant une décennie, et maintenant elle me dit que leur amitié est brisée.
Et elle dit que si Stephanie Sloop est coupable de ce dont elle est potentiellement accusée, alors elle dit qu'elle a ce qu'elle mérite. Elle a radicalement changé d'avis, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Ce n'est pas la Stephanie que nous connaissons. Tina Reyes, la meilleure amie de Stephanie Sloop, a du mal à comprendre. Elle dit que Stephanie, qu'elle connaît depuis 10 ans, aurait pris les coups à la place de son fils et aurait tout fait pour le protéger. Accusée de complicité dans le meurtre de son fils, elle est maintenant en prison. Stephanie a toujours été là pour moi. Oui, elle était une maniaque de contrôle et, comme on le dit, vindicative et manipulatrice. Mais je ne connais personne qui ne le soit pas. Tina a même des photos d'Ethan Stacy avec sa fille. Cette photo montre aussi Stephanie surveillant les enfants. Ça me fait mal au cœur. Je la connais depuis si longtemps. C'est comme ma sœur. Mais il n'y a aucune excuse, aucune raison pour ça. Je ne pense pas qu'elle aurait jamais été rancunière ou quoi que ce soit envers son fils. Elle n'a jamais rien dit de négatif à propos de l'avoir eu et souhaitait même avoir plus d'enfants. Reyes dit que tout a commencé à aller mal après le divorce avec le père d'Ethan et ce voyage à Vegas. Elle était à Vegas, puis soudainement en Utah, éperdument amoureuse d'un homme dont je n'avais jamais entendu parler. Reyes a parlé à la meurtrière, présumée de 27 ans la semaine dernière, avant qu'elle ne se marie, mais ne lui a plus parlé depuis et se retrouve maintenant à se poser des questions. Je ne sais pas s'il était sous l'emprise de drogue ou ce qui aurait bien pu se passer. Quand est venu le moment pour Stephanie de parler à la police, elle leur a dit que le 5 mai, Nathan avait emmené Ethan dans une chambre et avait commencé à le gifler et à le frapper au visage et à la tête. Cela avait causé un gonflement du visage d'Ethan, et à partir de ce moment-là, Ethan vomissait, était léthargique, avait de la fièvre et ne pouvait pas manger. Ces symptômes étaient compatibles avec une possible lésion cérébrale. Mais au lieu d'essayer d'aider l'enfant, Nathan avait eu recours à des violences encore plus graves. Stephanie n'avait jamais cherché d'aide pour son fils, bien qu'elle sût qu'il en avait désespérément besoin. De plus, elle avait documenté les mauvais traitements subis par son fils. Des photos retrouvées dans son téléphone montraient le visage d'Ethan gonflé de plus en plus au fil du temps. Nathan avait auparavant essayé de dire à la police que ce gonflement du visage était dû à une allergie aux arachides chez le petit garçon. Donc, le lendemain de tous ces événements, le 6 mai, alors qu'Ethan était allongé là, souffrant énormément, le couple a décidé d'aller au tribunal pour se marier. Bien sûr, ils n'allaient pas emmener Ethan avec eux, disant qu'ils avaient peur de l'emmener en public à cause du gonflement et des ecchymoses sur son visage. Ils craignaient qu'on signale ses blessures aux autorités si quelqu'un les voyait. J'espère qu'il le ferait, j'espère vraiment qu'il le ferait. Mais on ne sait jamais. Au lieu de l'emmener, ce que le couple a fait au petit garçon gravement blessé, c'est de le mettre dans sa chambre, puis d'enlever la poignée de porte pour qu'il ne puisse pas sortir de sa chambre sans aide. Le lendemain de leur mariage, le 7 mai, Stephanie a dit qu'elle était rentrée chez elle après avoir fait des courses et qu'elle avait découvert qu'Ethan avait été ébouillanté aux pieds, aux jambes et aux fesses. Nathan lui a dit que le garçon s'était brûlé dans la baignoire, bien qu'il n'ait pas été dans la pièce à ce moment-là, donc il ne l'avait en fait pas vu. Il avait seulement entendu le cri d'Ethan. Mais ce qui s'était réellement passé, c'est que lorsque Stephanie est sortie, Nathan a décidé de donner un bain à Ethan et a intentionnellement mis l'eau beaucoup trop chaude. Ethan a alors commencé à crier que c'était trop chaud lorsque Nathan est sorti de la pièce. Alors Nathan est revenu, lui a dit que ce n'était pas chaud et l'a poussé dans l'eau. Il a confié aux enquêteurs qu'Ethan avait pleuré, mais que ce n'était pas inhabituel, car le garçon pleurait depuis son retour à la maison. Ce jour-là, quand Stephanie est rentrée chez elle, elle a vu des excréments dans la bouche d'Ethan. Elle l'a donc emmené dans la salle de bain pour lui brosser les dents. Elle a frotté si vigoureusement qu'elle a fait saigner ses gencives. Stephanie a accusé Nathan d'avoir mis des excréments dans la bouche de son fils, mais Nathan a affirmé que c'était Stephanie qui l'avait fait. Nathan a dit que Stephanie avait giflé Ethan violemment parce qu'elle avait complètement perdu le contrôle, puis soudain, elle a attrapé des excréments et les a enfoncés dans sa bouche. Mais peu importe qui avait fait cela à Ethan, le 9 mai, qui était aussi la fête des mères, les Sloop ont découvert le petit garçon mort dans son lit. Et après avoir trouvé son corps sans vie, le couple a travaillé ensemble pour élaborer un plan afin d'échapper aux poursuites. Stephanie s'était d'abord rendue dans un magasin de bricolage pour acheter du liquide inflammable, des gants et une pelle. Elle était ensuite rentrée chez elle et Nathan avaient enveloppé le corps d'Ethan dans des sacs poubelles puis l'avaient scotché. À partir de là, les Sloops s'étaient rendus à Powder Mountain où Ethan avait été brûlé, défiguré puis enterré. Ils ont ensuite brûlé d'autres preuves sur le lieu de sépulture.
Et apparemment, une partie de la raison pour laquelle ils avaient tellement défiguré le visage d'Ethan était que Stephanie avait peur qu'il l'identifie grâce à ses dossiers dentaires. Après que Stephanie et Nathan aient enterré Ethan, ils ne semblaient démontrer aucun remords et Nathan a même envoyé un message à sa femme le même jour en disant « Bébé, tu peux acheter des vitamines antioxydantes s'il te plaît ?» Super, j'ai hâte qu'on aille au Happy Sumo, ça me rappellera des souvenirs. Je t'aime. Le couple a aussi échangé des services de messagerie courte sexuelle les jours suivants et est sorti ensemble plusieurs fois. Peu après l'arrivée d'Ethan dans l'Utah, les abus ont commencé. Et Nathan avait dit à la police qu'il l'avait discipliné en le giflant ou en lui donnant quelques fessées, mais il n'a jamais pensé que cela équivalait à de la maltraitance. Bien sûr que non. Une audience préliminaire a eu lieu pour déterminer s'il y avait suffisamment de preuves pour traduire Nathan et Stephanie en justice pour le meurtre d'Ethan. Sa défense soutenait que la mort du garçon n'était qu'un accident et avait été causée par une surmédication de médicaments en vente libre. Cependant, un toxicologue a pris la parole et a présenté des preuves montrant qu'aucun des médicaments retrouvés dans le corps d'Ethan, pris individuellement, n'aurait causé sa mort. Et en raison du fait qu'Ethan avait également été déshydraté, cela aurait augmenté les effets des médicaments. Mais cela n'aurait tout de même pas entraîné sa mort. Le médecin légiste a ensuite parlé des ecchymoses qui avaient été trouvées sur la tête d'Ethan, d'une dent branlante, d'une hémorragie oculaire, de longues ecchymoses sur sa cuisse et de blessures aux parties génitales du garçon. Dans la pneumonie d'inhalation qui avait été un facteur contributif dans la mort d'Ethan, ils ont déterminé qu'elle avait très probablement été causée par les excréments qu'il avait été forcé de manger. Le médecin légiste a déclaré que l'estomac d'Ethan était vide au moment de sa mort, indiquant qu'il n'avait pas mangé depuis des heures. Après la mort d'Ethan, son crâne présentait de nombreuses fractures, supposément causées par le marteau. Son visage avait été brûlé avec des produits chimiques à forte odeur d'ammoniac. Des appels téléphoniques de Nathan depuis la prison à son ex-femme et sa mère ont été diffusés au tribunal. Dans quelques-unes des conversations, il faisait référence à son nouveau beau-fils, Ethan, en le qualifiant de poison, et il disait que depuis l'arrivée du petit garçon, sa relation avec Stephanie avait coulé comme un navire de guerre. Nathan avait aussi dit à sa mère qu'Ethan sortait de sa chambre chaque nuit, qu'il se faufilait jusqu'au réfrigérateur et jouait à la PlayStation. C'était en partie pour cela qu'il était si furieux contre lui. Et lors d'un autre appel téléphonique, Nathan dirait qu'il avait détruit la vie de 2 femmes. Il semble parler de sa mère et de Stephanie. Et puis il a dit que tout cela c'était juste parce qu'il voulait coucher plus souvent. Tu te fous de moi ? Le tribunal a également vu une photo de Nathan et Ethan jouant ensemble à des jeux vidéo sur le canapé. Le visage du garçon était tuméfié, écarlate et meurtri. Nathan a regardé les photos puis a détourné les yeux immédiatement. Incapable de regarder son acte, lâche. L'accusation a diffusé un enregistrement fait par Nathan avec Ethan le 29 avril. Dans cet enregistrement, Nathan forçait Ethan à dire qu'il n'aimait pas son père et refusait de revivre avec lui. Il a même obligé le petit garçon à mentir et à dire que son père le frappait et qu'il ne se sentait pas en sécurité avec lui. Dans une autre vidéo prise par Nathan, Ethan dit « Je m'amuse avec Nathan, il ne me fait plus peur. Bodoshua. »« Tu es un si bon garçon », lui a répondu Nathan. « Tu es un si bon garçon, je t'aime bien. » Lors d'une conférence sur la prévention des abus envers les enfants, les procureurs ont présenté des preuves accablantes contre Nathan Sloop, dont des enregistrements du petit Ethan Stacy, 4 ans réalisés par Sloop. Les détails des abus horribles subis par Ethan et l'impact personnel sur les agents étaient difficiles à entendre. Quand les coups ont-ils commencé? Probablement dès le premier jour. Ethan Stacy a été frappé, ébouillanté dans une baignoire et a reçu une dose mortelle de médicaments en vente libre. Il y avait aussi quelques messages textes retrouvés entre Nathan et Stephanie qui ont été présentés comme preuve. Dans un message, Nathan dit « Je t'avais dit qu'on avait un problème sur les bras, mais ils apprennent. Stephanie a ensuite répondu « Comme maman, laughing out loud ». À cela, Nathan a répondu « Je t'avais dit qu'on devait briser son ego, Watts ». Peu après, Stéphanie a envoyé un message à Nathan. Il est fauché, ça c'est sûr. Pensez à autre. Et puis Nathan a répondu. Il fallait trouver comment le garder dans sa chambre. L'accusation a également souligné que durant les 11 mois précédant la mort d'Ethan, Nathan avait pris 4146 comprimés prescrits. On s'est demandé comment quelqu'un pouvait même fonctionner avec autant de comprimés par jour. En moyenne, cela fait plus de 13 comprimés. Chaque jour, sans exception.
Et ces médicaments comprenaient du Lortab, du Valium, du Percocet et du Xanax. Donc des médicaments puissants. Il serait finalement déterminé qu'il y avait effectivement suffisamment de preuves pour traduire Stéphanie et Nathan en justice. Et le parquet a déclaré qu'ils allaient absolument demander la peine de mort. Mais avant son jugement, en février 2014, Nathan a accepté un accord de plaidoyer et a plaidé coupable de meurtre aggravé. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les autres charges contre lui ont été abandonnées. Cet accord lui a également évité de risquer la peine de mort. Nathan a admis qu'il aurait dû emmener Ethan aux urgences, mais il avait eu peur d'aller en prison. Alors il ne l'a pas fait, il n'a pensé qu'à lui-même. Il a aussi dit qu'il était malade mentalement et qu'il savait qu'il avait commis des erreurs qui avaient conduit à la mort d'Ethan. Il a dit au juge qu'il était terriblement désolé que le garçon soit mort sous sa surveillance. Nathan Sloop serait condamné à 25 ans à perpétuité pour le meurtre d'Ethan et il serait également condamné à 15 ans à perpétuité pour avoir agressé un adjoint, ce qui s'était produit depuis son incarcération. Dans la salle d'audience, Stéphanie Sloop a pleuré tandis que son mari Nathan semblait tressaillir légèrement. Le couple a été informé que, comme il s'agit d'une affaire passible de la peine de mort, ils allaient recevoir de nouveaux avocats qualifiés pour la gérer. En quittant la salle d'audience sous escorte, Nathan Sloop a articulé « Je t'aime » à sa mère, qui a refusé de commenter auprès des journalistes. À l'extérieur du tribunal, des manifestants brandissaient des pancartes et réclamaient justice pour Ethan Stacy. Nous espérions que le charmant monsieur et madame Sloop nous rejoindraient pour notre petite manifestation, mais cela semble peu probable. Qu'en pensez-vous? Probablement pas. Le père d'Ethan avait pris l'avion pour l'audience au tribunal. Il a dit que la première fois qu'il avait rencontré le nouveau compagnon de son ex-femme, Nathan, c'était avant même que son fils ne parte pour l'Utah. Et à l'époque, elle avait pensé que cet homme paraissait poli et posé. Eh bien, il s'était bien trompé. Pendant l'audience, les procureurs avaient aussi dit à Joe que Nathan voulait lui parler personnellement et s'excuser, mais Joe ne voulait rien entendre de tout cela. En novembre 2014, Stéphanie a aussi accepté un accord de plaidoyer. Elle a plaidé coupable de meurtre aggravé et d'entrave à la justice. En échange de son accord de plaidoyer, les procureurs ont retiré la peine de mort et abandonné les autres chefs d'accusation de maltraitance d'enfants et de profanation de cadavres. Stéphanie Sloop, 31 ans, a avoué au tribunal « Je suis entièrement responsable car je suis sa mère ». Elle a affirmé qu'elle souffrait du syndrome de la femme battue et qu'elle avait peur de Nathan, c'est pourquoi elle n'avait jamais cherché de soins médicaux pour son fils. Et c'est pour ça qu'elle est allée au tribunal et l'a épousé le lendemain aussi, n'est-ce pas? Stéphanie a pleuré et a dit qu'elle ne savait pas qui elle était sans son fils. Elle disait aussi qu'elle était dépendante aux médicaments sur ordonnance à l'époque où son fils avait été maltraité et tué, ce qui expliquait pourquoi son jugement avait été tellement altéré. La juge ordonnerait que Stéphanie purge une peine de 20 ans à perpétuité pour meurtre aggravé et 15 ans pour entrave à la justice. Il a ordonné que ces peines soient purgées en même temps. À la suite du meurtre d'Ethan, des questions ont été soulevées concernant la décision de la juge de lui permettre d'aller dans l'Utah pour passer l'été avec sa mère. Selon la juge Smith, qui avait approuvé l'accord de garde, aucun argument n'avait été présenté au tribunal concernant la possibilité qu'Ethan soit en danger avec sa mère. Elle n'avait pas non plus lu la demande initiale de Joe, qui indiquait clairement que son ex-femme n'était pas digne de confiance. Et si une vérification des antécédents avait été effectuée sur Nathan, elle aurait révélé qu'en plus de ses autres accusations, il avait également maltraité son ex-femme. Et il avait proféré des menaces de mort contre elle et son nouveau petit ami. Une veillée aux chandelles à Layton, Utah, a rassemblé plus de 100 personnes en hommage à Ethan. Beaucoup tenaient des bougies, tandis que d'autres, certains l'ayant croisé dans la résidence et d'autres ne l'ayant jamais connu, ont exprimé des paroles sincères de tristesse et de réconfort. D'autres espéraient que sa mort servirait d'avertissement, rappelant que les voisins doivent s'impliquer pour veiller au bien-être des enfants partout. Les habitants de la région avaient aussi placé une croix sur le sentier à Eden, où le corps de Ethan Stacy, 4 ans, avait été retrouvé le 11 mai 2010. Les funérailles d'Ethan ont eu lieu le 19 mai 2010 à la chapelle de la maison funéraire Grundy. Il a ensuite été enterré au cimetière commémoratif de Clinch Valley à Richlands, en Virginie. Joe Stacy a dit de son fils « C'était un garçon très affectueux pour son âge. Il venait toujours t'embrasser et te disait qu'il t'aimait. » Merci d'avoir écouté toute l'histoire d'Ethan aujourd'hui. Cette histoire est révoltante. Joe savait que son ex-femme n'était pas digne de confiance et Ethan ne voulait même pas aller voir sa mère.
Les enfants doivent être écoutés dans les affaires de garde. Ils savent s'ils ne sont pas bien traités. C'est leur vie. Les enfants sont aussi des personnes à part entière. Ils méritent pas que leur voix soit entendue. Il y a beaucoup trop de cas où des enfants sont battus par un ou leurs deux parents. Si vous aimez les histoires criminelles racontées par moi, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Il y a maintenant encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une idée de sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ? Si c'est le cas, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.